version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, vous l'aurez compris, j'ai fait ça car aujourd'hui nous allons finalement réagir à la vidéo de Seb, l'histoire de Bob Marley. C'était une proposition du dernier sondage et vous êtes nombreux à avoir voté pour. Et j'étais impatient de la regarder parce que j'attends de la visionner depuis que elle est sortie. Et oui! Et je pense que Seb va nous faire voyager à travers les extraits de la musique de Bob Marley. Parce que généralement, Seb aime bien mettre pas mal d'extraits dans ses vidéos. D'ailleurs, c'est pour cela que toutes ses vidéos sont sponsorisées. Parce que il ne se refuse rien, hein. Je suis extrêmement excité, et oui, j'ai fait ça parce que ça parle de Bob Marley, hein. Bob Marley, les Jamaïcains en général, ils ont bien fumé, ok, la ganja surtout. J'ai hâte parce que perso, j'ai grandi avec Bob Marley, enfin, je sais pas, je pense qu'il était déjà décédé lorsque je grandissais, tu vois, mais j'ai grandi avec sa musique. Bon. Avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et avant même de débuter la réaction, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous ma réaction de la vidéo de Feldup. Et j'aimerais vous remercier encore une fois pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Et je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui sont sur Discord, maintenant, on peut envoyer des messages vocaux. En tous les cas, sur le Discord général pour tout le monde, là, au lieu de débattre en écrivant, en tapant sur notre petit clavier Rikiki, et ça peut prendre des heures, maintenant, on peut tout simplement envoyer des messages vocaux. Et j'ai déjà commencé à l'utiliser. Franchement, c'est très très bien. Et j'espère que plus tard, même Patreon pourra faire ça. Comme ça, on aura ça sur les deux plateformes. Parce que j'aime beaucoup aussi utiliser la plateforme de Patreon maintenant pour discuter avec vous. Je trouve qu'elle est quand même assez bien foutue. Bon, sans plus perdre de temps, allons-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, celle d'une légende. Vous avez vu le titre, on va parler de Bob. J'adore le fait qu'il ait représenté le sujet de cette vidéo avec les couleurs derrière lui. Il ne manque plus que le jaune. Marley. Alors Bob Marley, on connaît tous, on voit tous qui c'est. Il est carrément dans la culture populaire, c'est carrément devenu un symbole. T'es obligé de connaître, même si tu connais pas ou si t'écoutes pas. Et tout bêtement, je me suis dit, putain, mais comment Bob Marley est devenu genre Bob Marley? Comment ce mec a fait pour devenir la musique une du légende cœur, bro. indiscutable de la musique? Stir it up. Wakaka, 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 wakaka. Oh my god! Ouf, ouais, c'est ça que je voulais. Je voulais voyager à travers les sons. Nesta Robert Marley voit le jour le 6 février 1945 à 9 Miles en Jamaïque. 45? C'est juste là, un tout petit village rural. Il est né d'une mère jamaïcaine et d'un papa d'origine britannique. Plus vieux que mon père. Cependant, il va grandir avec un père absent, sa mère va l'élever seule. Il a très peu vu au final son père dans son enfance puisque son papa est décédé autour de ses 10 ans.
Donc dans ses souvenirs, c'est comme s'il n'avait presque pas eu de père. Il a grandi à la campagne avec sa maman et ses grands-parents, il travaillait dès son plus jeune âge avec sa famille, il cultivait des terres, et c'est dans cette période de sa vie qu'il va découvrir la musique avec son oncle et son grand-père. Disons qu'en première approche de la musique, on raconte que c'est lorsqu'il a commencé à chanter dans les églises. Et le premier point à souligner, c'est que Nesta Robert Marley, il est métis. Et vous allez comprendre que ça n'a pas été simple, dans le contexte social dans lequel il était et dans lequel il est né, d'être métis. Alors pour vous aider à comprendre le contexte, je vais vous faire un petit peu d'histoire, j'ai essayé de le faire dans les grandes lignes. Je me demande pourquoi est-ce qu'il a pris le prénom Bob. Parce que je connais pas très bien l'histoire de Bob Marley. La Jamaïque, c'est une île dans la mer des Caraïbes qui s'est faite coloniser historiquement d'abord par les Espagnols, puis par les Anglais durant les derniers siècles. Du coup, les colons ils se sont dit, super ce territoire-là, qu'est-ce qui pousse ici là? Du sucre? Boum, les Espagnols ont rendu esclaves les habitants de l'île pour produire le sucre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de main-d'œuvre. On fait comment du coup? Eh bien du coup, ils ont importé des esclaves africains, et ainsi de suite. Un jour, les Anglais ils voient les Espagnols faire ça, ils ont vu le potentiel de l'île, ils ont dit, moi aussi. Les Anglais sont allés conquérir l'île, ils l'ont pris aux Espagnols, et là on se dit super, c'est des sauveurs. Pas du tout, hein, c'est des colons également, mais qui boivent du thé. Et petit à petit, la Jamaïque devient le plus gros exportateur de sucre au monde. Les Anglais importent des esclaves par milliers et par milliers. Et à un moment, ils sont 300 000 sur l'île, ce qui est énorme, il n'y avait pas autant de gens sur l'île de base. Et devinez quoi, ils étaient tellement que ils se sont révoltés. Ça a déclenché des guerres. On peut parler notamment de la Baptiste War, qui a contribué à l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique en 1834. Et il faut savoir qu'il faut attendre un siècle après pour que la Jamaïque devienne autonome. C'est vraiment la version ultra cut. C'est juste pour que vous compreniez qu'il y a un passé colonial très actif. Et si vous êtes un petit peu plus curieux, évidemment, rien ne vous empêche de faire des recherches. Et c'est juste un an après que la Jamaïque ait son autonomie que Robert Nesta Marley est né. Du coup, il est né dans ce contexte-là d'un papa blanc, faisant de lui le seul métis de toute sa ville. Ce qui lui a valu des moqueries, de la discrimination, etc. Et pour un enfant, vous vous en doutez, c'est pas des choses qui aident à se construire. My father's a white and my mother black. No, them call me half caste or whatever. Me don't depend on nobody's side. Me don't depend on the black man's side nor the white man's side. Me depend on God's side. The man who create me, who caused me to come from black and white. Il a été rejeté du coup par les blancs, il a été rejeté par les noirs, il a eu du mal à trouver sa place, il avait pas de figure paternelle, et du coup il s'est très vite tourné vers la religion, mais ça on y reviendra. Ah, c'est Robert, à l'âge de 12 ans, Bob. Dans l'espoir d'une vie meilleure, il déménage avec sa mère à Trenchtown, un quartier pauvre de Kingston. Il va découvrir ce que c'est de vivre dans un ghetto, le contexte difficile qui va avec, autant pour se nourrir que pour trouver des choses à faire. Et dès ses 14 ans, il va plus à l'école, et il va passer une grande partie de son temps à traîner dans la rue avec un ami d'enfance à lui, qui s'appelle Bunny. Et Bunny et Bob, ils sont super copains, et ils ont une passion commune, la musique. Et la musique, c'est aussi ce qui leur permet quelque part d'échapper à la misère et à la violence de Kingston. Parce qu'à cette époque, Kingston, c'est une ville fracturée socialement et ethniquement. T'avais les Chinois dans les quartiers aisés qui contrôlaient le commerce de détail, les Juifs ailleurs qui géraient l'import-export, les Syriens, les Libanais, eux, ils avaient le commerce, les Blancs, ils avaient l'administratif, le gouvernement, et les Noirs afro-jamaïcains, eux, ils étaient souvent dans les quartiers pauvres, et ils étaient interdits d'activités commerciales, ou genre d'avoir le droit de vote. Donc bref, c'est de ce genre de fractures que naissent les conflits, les inégalités entre les communautés. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que vous vous doutez bien que Bob Marley a puisé énormément de son inspiration dans tout ça. Il aime tellement la musique qu'il ne veut faire que ça. Et c'est facile à dire, mais c'est pas si simple. Il a 16 ans, il travaille pour se faire des sous en tant que soudeur, et un jour il discute avec un de ses collègues, un certain Desmond Dekker. Et son collègue lui explique qu'il vient de passer une audition de chant. Il a enregistré un truc avec un mec qui s'appelle Jimmy Cliff, un petit mec qui... Je me demande si Seb a décidé de faire une vidéo sur Bob Marley après avoir regardé le film sur Bob Marley, parce que j'ai vu une bande-annonce il y a quelques mois de cela d'un film Bob Marley, de biographie de Bob Marley en fait, et je pense qu'il a dû sortir entre-temps. Peut-être qu'il l'a regardé, il s'est dit tiens, peut-être que je pourrais en faire une vidéo. Commence là, Et Bob il se dit mais attends, c'est possible de faire ça? Autobiographique. On m'a pas proposé. Je vais où? Tu vas voir ce mec qui s'appelle Leslie Kong, tu viens de ma part. Tu lui dis que t'as envie de chanter et tout, que tu veux essayer, pas de souci. Et c'est comme ça que Bob va enregistrer son premier son. Waouh, c'est tellement différent. Pour rappel, c'est juste un premier test. Il a 16 ans. Le texte parle de ses droits en tant qu'individu, de jugement, des a priori. Il a déjà énormément de choses à dire et sa manière de les dire est déjà très puissante. Donc Leslie Kong qui l'enregistre, il se dit waouh, putain le petit il a un talent là. Quand bien même que ce soit très bien écrit pour son jeune âge, etc. Tout le monde en a rien à foutre de Robert Nesta Marley. Ça ne prend pas. Il voulait surtout enregistrer un son pour prouver à son pote que c'était possible. Pour eux c'est leur rêve. Et les deux vont se dire ok, on va faire un groupe. Et dans la foulée, ils vont faire la connaissance de celui qui fermera le trio mythique des futurs Wailers, Winston Heber McIntosh, a.k.a. Peter Tosh.
Et à cette période-là, les Trois Loustics sont pris de passion. En 1962, la Jamaïque gagne son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, et eux se décident à se consacrer pleinement à faire de la musique, même si c'est pas évident quand tu viens d'un milieu boycotté dans ta propre ville. Mais il y a un truc important dont il faut quand même parler, c'est le ska. Ouais, le style musical. Le ska, c'est juste un mélange de musique traditionnelle jamaïcaine et de l'influence de la musique américaine. Nos trois loulous, ils sont à fond dans ça. Le ska, c'est le truc du moment, ils kiffent. Du coup, ils montent leur groupe de vocal ska, The Teenagers. Ils vont faire des concerts dans les rues de Trenchtown en y interprétant des reprises de soul américaine, etc. Jusqu'au jour où un certain Joe Higgs, une figure emblématique de la musique jamaïcaine, va repérer leur talent et leur proposer de travailler avec lui. Dis donc, gamin, je t'ai vu t'entraîner tout seul. T'as du potentiel. Joe Higgs, ce n'est pas n'importe qui. Avec son groupe Higgs & Wilson, il faisait partie des artistes jamaïcains les plus influents de l'île. Ils avaient déjà vendu près de 50 000 disques à cette période-là, c'est donc, à ce moment-là, un big poisson. Et Joe va les aider. Il va les aider à progresser à la guitare, à progresser en chant, il va prendre ce rôle de mentor. Et il va prendre ce rôle de mentor à cœur, au point de leur faire des trucs bizarres comme les faire jouer dans des cimetières pour les préparer à la scène, car pour lui, si tu peux jouer devant des morts, tu peux jouer devant des vivants. Voilà. Excellent. Petit tips pour les timides. Par contre, les gars, là, votre délire de The Teenagers, je sais pas quoi, ça dégage, ça plaît pas, ça c'est nul. Nesta Robert Marley, tu vas prendre le nom de Bob Marley. Neville, tu vas te faire appeler Bunny Wailer. Et Winston McIntosh, tu t'appelleras Peter Tosh. Et maintenant les gars, vous êtes les Wailing Wailers. Pourquoi on s'appelle comme ça hein? Parce que vous vous plaignez tout le temps. Vous venez d'un endroit où ça chiale quoi, vous êtes des gros chialeurs. La traduction de Wailing Wailers, c'est les pleurs des pleurnichards. J'avais jamais traduit avant de... C'est étouchant et il s'appelle les gros ouin-ouin quoi. Ouin-ouin. Wailing Wailers. Joe, dans son rôle de mentor, va pousser les Wailing Wailers à passer une audition afin de rencontrer un des producteurs de ska les plus influents du pays, Sir Coxsone. Il avait son émission de radio, sa maison de disques, sa sono, son studio, le genre de gars en place avec qui c'est bon de s'associer. Coxsone va voir en eux leur talent et acceptera de produire un titre sous son label Studio One et organisera un featuring avec le groupe de ska du moment, The Skatalites. Et de leur collaboration naîtra le titre Simmer Down. Voilà, les couleurs mythiques. Simmer Down, oh l'accent de merde, Simmer Down se propage et va devenir peu à peu populaire, jusqu'à devenir le hit numéro 1 de l'île en février 64. 80 000 copies du titre sont vendues, Bob et les Wailers tiennent leur tout premier succès. Suite à ça, les Wailers vont signer avec Studio One pour sortir leur premier album. Bob ira même jusqu'à vivre dans les locaux pour être le plus productif possible et pour donner le maximum de lui. Il donne toute sa vie dans la musique. Les Wailers, ça va devenir de plus en plus ambitieux, ça va s'agrandir. Ils vont ajouter au casting une voix féminine. Entre 1964 et 1966, ils vont enregistrer plus de 100 morceaux, des reprises, des compositions originales, pour au final n'en garder que 12. Et ces 12 morceaux, c'est les 12 morceaux qui composent leur tout premier projet, The Wailing Wailers. Yo, il y a moyen de sampler des chansons, hein, des Wailing Wailers. Parce que moi j'aime beaucoup ce côté vieillissant. Alors bien qu'ils aient leur petit succès local, que leur musique se répande un petit peu, faut savoir que Coxsone à l'époque, il payait les membres des Wailers 3 livres par semaine. C'est 3,50 $. C'est pas beaucoup. En fait, ils se faisaient arnaquer de ouf. Mais à l'époque, ils avaient pas encore la notion de ce que pouvait rapporter la musique, donc eux, bah, ils étaient juste... Et il y a tellement d'histoires comme ça. Dans le passé, là, les producteurs des labels et tout arnaquaient tout le temps leurs artistes. C'est de la folie. Encore pauvres, ils avaient juste toujours pas de thunes, mais ils se rendaient pas compte qu'ils se faisaient exploiter quoi. Mais je vous rassure, il n'y a pas que du négatif, parce que Bob, en signant chez Studio One, il va commencer à fréquenter des artistes locaux. Et il va faire une rencontre qui va quand même changer pas mal de choses, c'est qu'il va faire la connaissance d'un trio de choristes, composé de Marlene Gifford, Constantine Walker et de Alpha Rita Anderson, dite Rita. Et Bob et Rita... Ah là, c'est ce que... Bob tombe amoureux de Rita, mais Bob c'est un gars timide. Il est tellement timide qu'il écrit des lettres à Rita pour s'adresser à elle, et il demande à Bunny, son pote, de lui donner les lettres. Mais ça va marcher. Le 11 février 66, il se marie. Le lendemain, il part rejoindre sa mère aux États-Unis. Sans sa femme, évidemment. C'est juste un mec qui a un timing
Bien à lui, quoi. Du coup, Bob part aux États-Unis. Bon, il trouve un travail dans un hôtel. Et bon, c'est pas vraiment un moment super important de sa vie. Il va pas y rester longtemps, il se sent seul là-bas. Il est nostalgique de son île natale, surtout il vient de se marier. Mais il voulait, lui, veiller sur sa mère. Heureusement, il lui reste la musique, donc durant sa petite escapade, il est genre resté... Je le sens venir que Bob Marley a probablement pas qu'une seule femme. Il a dû faire des choses à côté. 6 mois à peine, et durant tout ce temps, il a continué à faire de la musique, il a écrit des chansons, et puis il est rentré sur son île avec plein d'inspiration. Rastafari, baby! Pendant l'été 66, Bob est de retour en Jamaïque. Il y retrouve Rita, sa femme, qui entre-temps s'est convertie au mouvement Rasta. Elle lui parle de la visite de Tafari sur l'île, où elle a vu en lui l'incarnation du Christ. Petite pause culture, histoire de bien comprendre ce qu'est le mouvement Rastafari. C'est un mouvement social, culturel, spirituel qui a vu le jour en Jamaïque dans les années 30. Et le rastafarisme, ça se base sur une interprétation et une remise en question des écrits bibliques qui sont trop à l'avantage des Blancs et qui prennent pas assez en compte la condition des Noirs. C'est ce qui s'appelle une religion libératrice. C'est pas moi qui ai choisi, c'est comme ça. Les Rastafari sacralisent l'Éthiopie, parce que c'est le seul pays d'Afrique qui s'est toujours démené contre les tentatives d'invasion et de colonisation occidentale. Ils prônent la liberté et l'autonomie. Grosso modo, l'idée principale du mouvement, c'est la rébellion et la libération des consciences. Mais il faut juste se rendre compte que, Bob, il s'est tellement jamais senti à sa place, parce que métis, parce que pas de père, parce que moqué. Pour lui, cette religion, quand elle arrive dans sa vie, c'est tellement important que c'est une délivrance. Ouais. Ils ont leur propre patois, ils consomment pas de viande, pas d'alcool, ils ne se coupent ni la barbe ni les cheveux, ce qui entraîne l'apparition de dreadlocks. Ils arborent les couleurs de l'Éthiopie impériale, rouge, jaune, vert, reprennent le symbole du lion de Juda. Ils cultivent sur leur terre le cannabis, qui pourrait être une plante sacrée, mais la consommation de cannabis est uniquement à but spirituel. C'est quelque chose que tu consommes lors des prières, c'est pas un truc récréatif. Et toutes ces valeurs et coutumes sont pratiquées dans le but d'être dans le refus de ce qu'ils ont appelé Babylone. Et Babylone, c'est un concept faisant figure du système esclavagiste et physique et mental que la société impose. Babylon system is a vampire, deceiving the people day by day, building church and university. Because now, when you check the church, the Bible is there. The Bible reveals that when Christ comes, he will be the King of Kings and Lord of Lords, right? Now, when we look out, we say, Haile Selassie. Try to tell you that people come from monkey. How come monkey don't change no more? You know what I mean? This is things that we deal with, that the people is God creation. Ce qui l'amènera lui à adopter le mouvement jusqu'à en être son fervent défenseur et dans sa musique son représentant, et du coup à se laisser pousser les cheveux à partir de ce moment-là. D'ailleurs niveau musique, il se rend compte que le Coxon là, le coup des 3,50 $, là, ça pue cette histoire. Il s'engueule, mais il s'engueule pour de vrai quoi. Bob Marley est devenu l'image des Rastas. Il arrête de travailler avec lui et du coup rebelote. Il se retrouve à 3 avec ses potos, Bunny, Peter. Et sur là, ils se disent, vous savez quoi les gars, on a essayé de nous la mettre, on va faire ça indépendamment. Et ils vont créer leur label, Wail & Soul. Changement de DA. Ils vont mettre de côté le ska pour s'orienter vers un nouveau style musical émergent sur l'île, le rock steady. Alors accrochez-vous parce que c'est très marrant. Le rock steady, c'est un style musical dérivé du ska, donc ça. Moi, le rocksteady que je connais, c'est le nom d'un développeur de jeux vidéo, notamment celui qui a développé la trilogie mythique des jeux Batman, Arkham, c'est ça. Mais c'est ça, avec généralement moins de cuivre et davantage de place accordée au clavier et au chant. Et la différence majeure, c'est le rythme. C'est beaucoup plus lent et planant. Des théories nous expliquent la création de ce genre par la canicule. En fait, la canicule a frappé la Jamaïque en 66. Ils avaient chaud comme ça, comme j'ai chaud là. Et danser le ska avec la chaleur, c'était horrible. On peut pas danser avec cette chaleur. Hein. Et là, malin, les gars, ils se sont dit, mais attends, si je ralentis tout là, t'as moins d'efforts à faire. Et tu peux quand même danser, même sous canicule. Ils ont créé un Je m'attendais à tout, sauf à ce que la canicule soit responsable d'un nouveau genre musical. Et c'est pas con. Ça, je savais pas. C'est trop lent pour moi, mais vont donc de temps en temps, ça fait du bien, mais... Bend Down Low, qui ne connaîtra pas un succès immédiat. Désormais indépendants, Bob et les Wailers ont beaucoup de mal à distribuer leur musique. Les Wailers sont obligés de distribuer leur propre 45 tours à vélo, chez les disquaires, chez les DJ, etc. Mais c'est toujours compliqué de vendre et ils sont de plus en plus pauvres. 1967, Bob et les Wailers, ils lâchent rien. Même si, bon voilà, ça prend pas, ils galèrent, ils sont dans la débrouille, tu vois. Ils continuent à enregistrer leur musique et ils vont notamment enregistrer un morceau qui s'appelle Stir It Up. Accent. Little darling.
peut-être que ça commence à vous parler, etc. C'est pas la version qu'on connaît. On les entend que sur des pistes de danse, sur des petits DJ, très localement. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est les maisons de disques, c'est elles qui avaient les radios. Et donc du coup, bah, elles passaient que les artistes qu'ils avaient dans leur label. Et en fait, quand eux, ils font un label indépendant, bah, du coup, tu passes pas en radio. C'est soit tu fais partie du système, soit t'es hors système. Et... bon, ils étaient hors système, quoi. Bob et Rita vont prendre la décision de quitter Kingston pour retourner à 9 Miles, la ville natale de Bob, afin de se ressourcer spirituellement, un retour à zéro. Bob va provisoirement arrêter la musique et retourner à une vie beaucoup plus simple, au contact de la nature, où il va se mettre à cultiver la terre. Et pendant ce temps, son meilleur pote Bunny, il va se faire arrêter par les flics. Il se fait arrêter par la police pour possession de cannabis. Pour rappel, c'est illégal en Jamaïque, et Bunny va purger une peine de 14 mois de prison. On est toujours la même année, on est en 67, et Rita et Bob vont accueillir le premier enfant de leur union. Enfant qui portera le nom de la mère de Bob, Cédella. Parce qu'ils étaient mignons, Cédella. Et puis le temps passe, Bob, Rita et Peter vont alors faire une rencontre plutôt importante. En janvier 68, ils rencontrent le chanteur américain John Nash. Le mec est venu jusqu'ici pour les voir en leur expliquant qu'il souhaite lancer le Rocksteady aux États-Unis, etc., etc. Super idée. Bob, mec super sympa, il va lui donner une espèce de quantité de compositions, d'inédits. Tiens, c'est ça le Rocksteady, fais-toi plaisir. Tiens, voilà, prends. Et dans les morceaux qu'il va lui donner, il y aura le fameux Stir It Up. Toujours pas bon l'accent. Et ce morceau va choquer Johnny Nash. Et Nash va alors proposer à Bob et aux Wailers un contrat international exclusif. Ils ont dit ok. Et faut le dire, depuis le temps qu'ils galèrent, là l'espoir renaît un petit peu. Bend Down Low et Stir It Up sont maintenant diffusés à New York, en France et au Canada, mais c'est toujours pas un succès. Alors les années vont passer à une vitesse folle. Bob et Rita font un deuxième enfant, et c'est toujours la galère, ils ont zéro thune, et vu que c'est pas facile, comme une sorte de porte de sortie, Bob et sa famille vont partir aux États-Unis rejoindre sa mère. On est en 69, et Bob va partir travailler chez Chrysler. Et bon, c'est pas non plus un passionné d'automobile, vous vous en doutez. Le reste du temps, lui, il passait son temps à écrire, à composer des musiques quand il était chez lui. Mais ils sont vraiment allés aux États-Unis pour se faire un peu de sous. Je me demande quel âge il avait à ce moment-là. En fait. Il va passer 3-4 ans à se faire des sous, à mettre des sous de côté. Puis après, une fois qu'ils ont assez de sous, ils ont décidé de revenir en Jamaïque. Donc Bob a fait ses petits sous, etc. On est maintenant en 1970 et il est de retour en Jamaïque. Okay. Et en 70, il y a des choses qui bougent. On a eu l'évolution du manto vers le ska, du ska vers le Rocksteady, et du Rocksteady, messieurs, dames, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour un nouveau genre musical, toujours pareil avec des contretemps sur les guitares, le reggae. Dans la Bible, il est mentionné qu'il existera une musique universelle, une musique qui fera danser et chanter tout le monde. Et pour les Wailers, il n'y avait aucun doute, le reggae était la prophétie. Bob va définir ce nouveau genre comme la reine des musiques. Donc changement de DA, les Wailers vont donc délaisser leur label, ils vont en créer un nouveau, orienté cette fois-ci reggae. Et ce label, c'est Tuff Gong. Bunny sort de prison, il rejoint les Wailers qui se sont agrandis et ils vont alors produire quelques reprises version reggae. Mais c'est toujours pareil, le succès n'est pas au rendez-vous. Il leur faut un nouveau plan. Il n'y a rien qui marche. On va trouver. Bob traverse pour la première fois l'Atlantique pour y rejoindre son ami musicien et producteur Lee Perry en Angleterre, qui lui avait connu un succès chez les Anglais. Beaucoup d'informations, hein. Return of Django. Lee Perry travaillait de base avec Coxon, et les Wailers se sont joints à lui une fois qu'il avait lâché l'arnaqueur. Bouh, on l'oublie pas lui, nul Coxon. Et durant cette période, ils vont enregistrer pas moins de 50 sons Rocksteady pour en garder que 12, et ils en feront une compile, et ce projet s'appellera Soul Rebels. Pas mal la pochette. Ils ont juste censuré les tétons de la meuf, je crois. Ce ne sera toujours pas un succès. Je suis désolé, c'est comme ça. L'histoire est telle quelle. Faut rien lâcher les frères, je vous jure qu'à un moment donné ça paye. Retour en Jamaïque, ça charbonne, ça lâche rien. Les Wailers vont se mettre à composer beaucoup de nouveaux titres. Et cette fois-ci, c'est la passion. Et vu que ça charbonne, ils vont sortir une nouvelle compilation de 12 titres. Soul Revolution, partie 2. Sachant que la partie 1 n'existe pas. On sait pas pourquoi partie 2, encore aujourd'hui. Donc bah désolé. Ah, c'est déjà plus clair là, ça sonne mieux. Wakaka, 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 wakaka. Voilà, ça c'est du reggae. Toujours pas de succès en vue. Que dalle. Pourtant, hein, ça charbonne, mais ça y est. On a pris l'habitude maintenant, bon bah voilà, ça prend pas, c'est pas grave. Après, pardon de poser des questions, mais c'est l'idée de qui, cette harmonica?
Bon bah ça marche pas. Là ils savent plus trop quoi faire. Hein. Ça y est, on a fait le tour, on a charbonné, on a changé de registre 10 fois, on a changé de label. Les gens ils veulent pas de nous. Lee Perry, le gars avec qui il bosse, il essaye de convaincre Bob de rendre son nom un petit peu plus américain. Donc du coup il le crédite sur certaines chansons en l'appelant Bobby Martel. Bobby Martel. Sans prévenir Bob évidemment, du coup ça va le faire chier, il va dire bah... Non, je suis Bobby Martel. Le reggae. Les Wailers sont de moins en moins convaincus par Lee Perry, ils vont donc alors capter un autre producteur jamaïcain. Et ce producteur jamaïcain, il a eu un succès en Europe, notamment grâce à la qualité de ses enregistrements pour l'époque, Leslie Kong. Et normalement, si vous suivez bien, Bob, il connaît Leslie Kong. C'est lui le gars avec qui il a enregistré pour la première fois de sa vie. Les Wailers vont vouloir collaborer avec lui et ils lui fournissent plein de nouvelles compositions. Leslie va alors sortir quelques singles des Wailers, et là vous vous en doutez, faut bien que ça paye à un moment. Mais pas maintenant. Toujours pas. Tout le monde s'en fout. 2-3 gens comme ça. Ah, sympa. Force. Vu que c'est un flop, là c'est le producteur, donc c'est Leslie Kong qui vire les Wailers. Il veut plus entendre parler d'eux, de leur musique, vous êtes trop nuls. Alors je suis désolé, on dirait que ça avance pas dans cette histoire. Mais les mecs, il y a une détermination, il y a un truc de ouf, où pendant tellement de temps, ils ont floppé. En parallèle à tout ça, Rita va rencontrer par hasard... Mais mine de rien, ils ont quand même eu un petit hit au tout début de leur carrière. Mais sachant qu'ils ont décidé de faire de la musique indépendamment, c'est là que les choses ont changé. Donc je me demande à quel âge, en fait, est-ce qu'ils ont réellement pété, en fait. J'ai l'impression que ça va être dans leur quarantaine, quoi. Une femme portant le nom de Marley. C'est la demi-sœur de son mari. Bob va donc faire la connaissance de la famille de son père, qu'il connaissait pas trop, et ils le rejetteront par rapport à sa couleur de peau et à sa culture rasta. Et cet événement va évidemment marquer Bob et l'inspirer pour créer des nouvelles chansons, comme Cornerstone en 70. You're a builder, baby. Here I am a stone. Il y a une grosse inspiration américaine quand même, hein. Cause the things people refuse are the things they should choose. Do you hear me? Fin des années 70, Bob est appelé par Danny Sims, le manager de son pote américain Johnny Nash. Et on lui propose de venir à Stockholm pour composer la musique d'un film suédois, une histoire d'amour entre une Suédoise et un Noir américain joué par Johnny Nash. Pour rappel, Bob, il a pas d'oseille. Du coup, comment refuser? Et donc il saisit l'opportunité, il s'envole seul pour Stockholm, où il va découvrir une nouvelle culture et collaborer avec des artistes non jamaïcains, ce qui est une première pour lui dans sa vie. Du coup, pendant qu'il fait ses expériences à droite à gauche, il retourne en Jamaïque, et un jour... Vous vous souvenez le gars qui les a virés là, salement, parce qu'il floppait trop? Leslie Kong sort une compilation qui s'appelle The Best of the Wailers, avec les compositions que le groupe lui avait fournies quelques mois avant, mais sans prévenir. Préviens en fait, vous vous en doutez, ça se fait pas, Bunny va s'embrouiller de ouf avec Leslie, mais genre en mode menace de mort, tu vois. Ça se chauffe et tout, c'était un enculé. 7 jours après la sortie de la compile, Leslie Kong... Je sais pas, c'est pour ça que j'apprécie Seb, man. Il raconte bien, il me fait rire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Meurt d'un arrêt cardiaque. C'est naturel, c'est organique. Comme s'il y avait eu un karma. Finalement, il n'y a rien eu à faire. Bref, et cette compilation, The Best of the Wailers, vous vous en doutez, il y a bien un moment donné où, qu'on parle un peu de positif, eh ben non, tout le monde s'en fout encore, ça n'a rien changé à l'histoire, ça floppe. Les Wailers vont continuer à jouer localement leur musique et à composer dans leur coin, et puis, voilà quoi, ça ne sortira jamais de là-bas. C'est très local, et ça permet pas d'en vivre. Mais alors messieurs, dames, comment Bob Marley est devenu Bob Marley, le monument international qu'il est? Bob Marley quoi, je sais que t'as envie de savoir. Voilà, le début de l'âge d'or. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.